J'ai trouvé dans Maariv, avant-hier, un article assez important sur justement cette collecte de Kalita. Et nous avons le plaisir d'accueillir, comme chaque mercredi, le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Boker Tov, Daniel. Bonjour. Alors, ce matin, nous sommes quelques jours après, on va dire, la grande sortie de crise, c'est-à-dire la réouverture des centres commerciaux, des magasins, on va dire du commerce en général. Et d'emblée, vous avez remarqué dans la presse israélienne un titre, une donnée impressionnante sur le volume d'achat des Israéliens durant cette journée de sortie de crise. Oui. Les gens pourront même remarquer que je suis allé chez le coiffeur cette semaine. Ah oui, que on l'a remarqué. J'avais pas pu, mais j'ai acheté une nouvelle kippa et j'ai pas été le seul. Les chiffres des achats par carte de crédit, les chiffres d'achat par carte de crédit, rien que pour le dimanche, ce dimanche-là, où justement, comme vous venez de le dire, les commerces de rue ont pu rouvrir, et les canyonimes aussi, mais on sait qu'il y a eu un problème là-bas, pas tout le monde peut rentrer, je parle surtout pour les commerces de rue, ont été impressionnants. Et il s'agit, rien que pour le premier jour, c'est les chiffres que j'ai vus dans la presse, ça a été 1,3 milliard de shekels que les Israéliens ont fait ce dimanche. Pour voir, le dimanche d'avant, le chiffre n'était que de 1 milliard, c'est-à-dire 30% en plus à partir du moment où ces commerces de quartier ont pu rouvrir. Maintenant, il faut comparer ce chiffre également par rapport au février habituel des autres années, 2019 par exemple. Et cela, on voit que, et même 2020, c'était autour de seulement 400 millions de shekels par jour en moyenne. Donc c'est vraiment impressionnant comment les gens se sont rués sur les magasins. Il faut rajouter qu'on sait que, comme on est la semaine de Purim, on va en rappeler, on pense même qu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, jeudi, les achats des Israéliens vont encore plus s'amplifier, que ce soit pour préparer le repas, pour se déguiser et autres. Et donc, ce n'est qu'un avant-goût, les chiffres que j'ai donnés. Maintenant, quels sont les secteurs, bien entendu, qui ont le plus profité? C'est les habillements et les chaussures. Augmentation de 84% par rapport à la semaine d'avant. Oui. C'est normal parce que les gens n'avaient Pendant plusieurs mois, ils n'ont pas pu aller. Donc et généralement, pour choisir un habit, on préfère l'essayer avant. Également, augmentation de 25% à peu près de tout ce qu'on appelle Pnai Bidur en hébreu, ça veut dire tout ce qui est pas obligatoire, pas vraiment nécessaire, le temps libre, quoi. Tout ce qui est le temps libre aussi également, les gens ont beaucoup fait. Également, demander des voyages en l'intérieur du pays, bien entendu, à l'extérieur du pays, on peut pas. Oui. Une augmentation, c'est-à-dire c'est aller dans les Zimmer, c'est aller commander des hôtels. Augmentation, achat donc par carte de crédit que 45% par rapport à la semaine d'avant, donc c'est également impressionnant. Par contre, qu'est-ce qui a baissé? C'est ce qui est la pharma, bien entendu, parce que de toute façon, les gens, pendant toute la période, ils ont pu s'en servir. Donc, ça a un peu baissé ce dimanche. Un dernier point que je voudrais dire aussi par rapport à l'emploi, souvent on en parle ici. Il y a eu, bien entendu, dans le troisième confinement, on en a parlé souvent, une augmentation importante du chômage. On doit être autour de 800 000 chômeurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les industriels sont venus chez le ministère des Finances, on dit, et passant les industriels, les commerçants et autres, nous avons 60 000 postes à pourvoir et personne ne vient en demande et personne ne vient. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a parlé, le Chelat permet, donc ce chômage qu'on a subventionné par le gouvernement, permet aux gens de décider si oui ou non c'est important ou pas de revenir au travail, vu qu'à peu près une grande partie de leur ancien salaire est assuré, et sans avoir besoin, comme c'était avant, d'aller à l'emploi, d'aller le voir, s'il y a vraiment quelque chose qui les concerne ou pas. Et à l'époque, si on refusait, alors on n'avait plus le droit au chômage. Alors, à cause de ça, ils ont décidé qu'à partir de cette semaine, c'est fini, il n'y aura plus possibilité par Internet de ce chômage. Concrètement, il faudra aller sur place. Il faudra aller sur place et à ce moment-là recevoir des emplois et voir s'il y a quelque chose qui ne correspond pas et avoir des raisons importantes pour pouvoir refuser. Ça veut dire, on va dire, les festivités sont terminées, on va dire. Voilà. Alors ça, c'est important de le souligner. Maintenant, je voudrais que l'on revienne également sur un des événements marquants de cette semaine.
sur le plan écologique et environnemental. Il s'agit de cette catastrophe de la marée noire qui s'est déferlée sur les côtes du littoral israélien. Alors bien entendu, on a vu une mobilisation de milliers d'Israéliens qui sont allés nettoyer ces plages d'Israël qui ont été polluées. Mais je voudrais avec vous essayer d'estimer le coût de ces dégâts et le coût de la restauration de ces plages. Oui, j'ai vu, comme vous avez dit, que d'abord, il faut le noter, beaucoup d'Israéliens sont venus pour aider, pour enlever le bitume et si c'était accumulé sur les plages, le goudron qui s'était accumulé sur les plages. J'ai même vu Netanyahou qui l'a fait, mais je pense qu'on ne pourra pas compter sur lui pour tout le temps, pour pouvoir le faire. Et donc, ça a un coût pour nettoyer et des choses comme ça. Le coût estimé à peu près sera de 60 millions de shekels. Alors, la presse a fait remarquer que le ministère de l'écologie a demandé tout de suite au ministère des Finances un chèque pour pouvoir payer quelque chose qui n'était pas prévu. Et on s'est étonné. Pourquoi ? Il faut savoir qu'en Israël, depuis 1979, vu une loi qui a été faite à ce sujet et la peur justement qu'il y ait ce problème de désastre écologique, il a été décidé de faire un fonds, un keren en hébreu, qui doit justement avoir de l'argent pour pouvoir immédiatement parer à ce genre de problème qu'il y a eu. Dans ce fonds-là, il y a chaque année, il y a très très peu en vérité de dépenses qui ont été faites et il est géré par une commission publique, mais aussi bien entendu par les gens du ministère de l'écologie et il a accumulé à cette année-là 120 millions de shekels. Donc, il est prévu d'ailleurs tout de suite 15 millions de shekels pour des cas comme ça. Donc, je ne crois pas qu'il y aura un problème. On a parlé, ça va encore nous coûter cher aux Israéliens. Non, c'est déjà de l'argent qui se trouve. Alors, combien au total ça va coûter ? 60 millions de shekels, 60 millions de shekels sur le court terme ou sur... Non, sur tous les nettoyages, parce qu'ils ont fait un calcul par rapport... Il y a différentes sortes de plages, je vais pas vous... il y a des plages où il y a plus de rochers, des plages où il y en a moins. Donc, ils ont fait un calcul que ça coûtera en tout 60 millions de shekels. Et le gouvernement a déjà alloué une somme de 45 millions. Non, ouais, enfin, de toute façon, il y a cette somme. J'ai pas compris. On ne comprend pas le problème parce qu'il y a 120 millions de shekels qui sont de toute façon dans ce keren-là. Il n'y aura pas pour ça un déficit budgétaire, ni un impôt qui sera prévu sur les gens, je ne sais quoi, comment c'est les gens en parler. C'est pas quelque chose qui se coûtera au public israélien. Et à part ça, de toute façon, comme vous avez sûrement entendu, le gouvernement israélien a l'intention d'attaquer ils savent apparemment qui c'est. Ils ont d'attaquer les bateaux qui ont fait ça de façon plus qu'anormale. Pour ce problème. Alors, on va parler maintenant, justement, des employeurs, des employés, du khalat, des congés sans solde. Là, vous avez constaté en tout cas que apparemment, les employeurs ne se précipitent pas au bitoire Léoumi, on va dire, pour régler les ardoises des périodes d'isolement, de quarantaine de leurs employés. Expliquez-nous pourquoi. Oui. Au début de la crise, on en a souvent parlé ici, il y a eu une fronde de la part des employeurs, que ce soit les industriels ou les commerçants, en disant, ou les indépendants, pardon, en disant, ce n'est pas à nous de prendre entièrement à charge le problème de l'isolement dû au corona de nos employés, parce que c'est un problème de santé publique. Alors, après que le Begat, c'est-à-dire le Cour de justice en Israël suprême, est intervenu, il a été voté une loi en novembre qui disait qu'à partir pendant 6 mois, en tout cas, c'est-à-dire la période du 1er octobre jusqu'au 31 mars, les problèmes de l'isolement des employés ne seraient plus pris seulement à la place des employeurs, mais de la façon suivante. Le premier jour sur l'employé, comme d'habitude. Les autres jours, si on a moins de 20 employés, 75% sera payé par le bitoire Léoumi. Et si on a plus de 20 employés, 50% de la charge sera pris par le bitoire Léoumi, ce qui est important. Une somme par le bitoire Léoumi, par les assurances sociales, ont été dégagées pour ça de 900 millions de shekels. On peut déjà, depuis le 7 février, ceux qui nous emploient ici, les indépendants, les employeurs, faire une demande. Donc, je parle bien justement pour la période de septembre jusqu'à mars,
pour faire une demande justement pour que l'État, pour que le bitoire Leumi participe à cette charge. Or, il s'est trouvé que jusqu'à la période du 7 février, jusqu'à ce qu'on parle aujourd'hui, j'espère que ça changera après qu'on en ait parlé, il y a eu que 300 demandes qui ont été faites par les employeurs pour à peu près 800 employés. On parle de 1 million de shekels sur 900 millions de shekels qui étaient alloués. Alors, il faut se rappeler qu'il faut faire la demande jusqu'au 31 mars. Donc, c'est dommage. Le bitoire Leumi a demandé d'ailleurs aux organisations des employeurs de faire passer ce message aux gens qui sont syndiqués chez eux pour qu'ils puissent demander ce remboursement par l'État. Alors, ça, c'est important, mais on va parler un peu chauvinement, mais c'est tout à fait naturel, de l'impact, de l'écho que la presse israélienne a donné de la campagne de Tzedaka qui a été menée, en particulier pendant la journée de dimanche, par Kalita et par tous les centaines de volontaires qui se sont mobilisés pour essayer de collecter un maximum de fonds. On est arrivé à près de 9 millions de shekels, c'est-à-dire tout près de l'objectif qui a été fixé. L'objectif est très, très ambitieux de 10 millions de shekels. Alors, vous avez retrouvé des mentions de cette campagne ? Oui. D'abord, je voulais voir, donc justement, quand j'ai préparé cette chronique, est-ce qu'on en avait parlé ? Je pense, je me suis dit, mais pas sûr, parce qu'il y a tous les jours des demandes de différentes organisations, et on n'en parle pas obligatoirement dans la presse israélienne. Déjà, l'année dernière, en 2020, c'était la première fois que Kalita faisait ça. Israël Hayom, le lendemain, avait publié les chiffres de 6 millions qu'il y avait été donnés, en donnant quelques renseignements. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé dans Maariv, il y a avant-hier, qui a été publié, un article assez important dans le site internet de Maariv sur justement cette collecte de Kalita. Je pense d'abord que ça veut dire que l'Aliyah de France et le problème économique et autres qui pose est quelque chose d'important pour la société israélienne. Non seulement on l'a vu par les organisations économiques qui ont voulu participer à ça, mais aussi du fait que la presse israélienne en parle. Maintenant, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'elle a retenu. Il y a d'abord, bien entendu, un interview avec Kandel, mais à part cela, ils disent la chose suivante. D'abord, il faut savoir qu'il y a 10%, même avant le corona, 10% des Olim de France qui sont connus par les services sociaux, ce qui est assez important et qui prouve qu'il y a un problème économique et social pour les Olim de France. Qu'est-ce qu'ils ont noté aussi ? Ils ont donné ce chiffre de 9 millions et également, c'était important pour eux de noter que cette somme a été obtenue par l'aide de l'ambassadeur de France en Israël, par des hommes d'affaires et aussi par des gens en dehors d'Israël. Et donc, c'est ça et toutes les sortes de couches de population qui ont voulu participer à cet effort, c'est ça que Maariv a voulu donner à ses lecteurs de ce qui s'est passé ici. Et je pense que c'était une bonne chose pour Kalita et c'était un honneur que ça a été comme ça repris dans la presse. Eh bien, nous allons... alors, avant de terminer, voilà, on va terminer cette chronique, cette revue de la presse économique par un titre qui nous rapproche de la fête de Purim. C'est demain soir, Purim, jeudi soir et vendredi, en tout cas dans l'ensemble du pays, et même Shabbat et dimanche à Jérusalem. Alors, vous êtes penché sur le coût des Megillot. Combien ça coûte une Megillah d'Esther aujourd'hui sur le marché ? Oui, peut-être c'est pas encore tard, peut-être qu'il y en a encore de gens qui voudront acheter, donc je me suis penché sur ce problème. Les chiffres commencent à 2000 shekels et les très très belles jusqu'à 12 000 shekels. Il y a des différences au niveau des parchemins, au niveau de l'écriture ashkénaze est plus chère que l'écriture sfarade et c'est dépend de la qualité de l'encre. Donc ça si vous voulez un prix, les plus simples qui sont kshérot, donc c'est 2000 shekels. Si vous payez plus de 12 000 shekels, ça veut dire vraiment que vous avez beaucoup d'argent. Vous avez investi dans... Il y a des choses que je voudrais noter à ce sujet que j'ai vu, que lorsque j'ai fait ce sujet-là, comme dans toutes les autres choses, l'Internet a donné une tendance à ce marché. D'abord, il y a des demandes publiques, c'est-à-dire dans des sites, présentez-vous, et il y a des ventes donc qui sont faites de cette façon-là, et donc ça permet également, sûrement à beaucoup plus de sofrim, de pouvoir gagner plus et directement par rapport aux consommateurs. Je pense que c'était une bonne chose par rapport à l'Internet. Une dernière chose qui m'a fait sourire ou qui est intéressant de voir, je ne sais pas s'il y en a Grunfilkel qui va parler juste après, on avait parlé l'année dernière, en 2020 a été fait une Megillah
très très belle, avec des beaux dessins. Vous savez, la Megillah pour Esther, c'était dans la communauté juive depuis tout le temps, de pouvoir faire des très belles Megillot. C'était une façon sûrement de se dire que pour nous, une sorte de résistance, et toutes les communautés du monde entier ont voulu faire des belles Megillot. Et a été fait l'année dernière, une Megillah qui a duré 2 ans pour le faire, qui a été vendue aux enchères, avec de l'or de 24 carats, avec des dessins extraordinaires, qui a coûté 300 000 shekels. Alors, donc, je ne sais pas, voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est important, mais je le soulignerai, parce qu'on l'a mentionné dans la revue de la presse hier, qu'il y a une Megillah qui est d'une valeur inestimable, qui a été offerte à l'université à la Bibliothèque nationale de l'État d'Israël à Jérusalem. Et il s'agit d'une Megillah qui remonte à avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui a été rédigée au XVe siècle en Espagne et qui appartenait à la famille Iselson, qui est un des grands philanthropes qui a apporté une contribution immense, on va dire, dans le domaine de Judaïka, en particulier à la Bibliothèque nationale d'Israël. Et donc cette Megillah a été offerte il y a quelques jours. C'est un parchemin tout à fait exceptionnel. En tout cas, les images, les photos qui ont été publiées montrent que ce parchemin a été conservé de manière tout à fait exceptionnelle. Plus de 500 ans. Une Megillah de plus de 500 ans. C'est apparemment l'une des seules Megillot de cette époque qui existe à travers le monde aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Daniel Gougna.